Bonjour et bienvenue dans le podcast qui vous aide à améliorer votre quotidien. Je suis Virginie, coach et hypnothérapeute. J'utilise l'hypnose mais aussi l'ésotérisme dans mes accompagnements et je suis spécialisée dans l'accompagnement du stress et des angoisses. Dans mes podcasts, je suis là pour vous aider à retrouver une sérénité dans votre vie, à mieux être. Et grâce à des séances de méditation guidée, des séances d'auto-hypnose, mais aussi j'aimerais vous partager mes pensées, mes réflexions, et peut-être alors nous trouverons ensemble un équilibre et des solutions afin de créer une vie qui vous ressemble. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du podcast Esprit Libre. On va parler d'un sujet sensible qui est un petit peu quand même à la mode en ce moment parce qu'on l'entend souvent, partout et parfois un peu n'importe comment. Donc on va essayer aujourd'hui de clarifier les choses. Je suis accompagnée de mon amie Emma qui est aussi journaliste, mais aujourd'hui on va être plus en mode copine et on va essayer de décortiquer ce sujet avec vous. On va parler des pervers narcissiques. Alors je sais, ça peut prêter à confusion, ça peut prêter à sourire, parce que c'est un petit peu à la mode en ce moment, c'est devenu un petit peu un terme galvaudé. Mais on va voir au cours de notre discussion et de nos différentes analyses et expériences aussi, ce qu'on peut en retirer. Et en fait, cette discussion avec Emma, elle est venue parce que j'ai partagé sur les réseaux sociaux un texte concernant les énergies et notamment les personnes qui pouvaient potentiellement être toxiques, mais là je parlais des personnes qui étaient toxiques sans le savoir et sans le vouloir. Et donc comment on peut se protéger et comment on a notre responsabilité qui se joue à cet endroit-là. Et donc aujourd'hui avec Emma, on va essayer de voir ça avec vous. Emma, comment tu vas ? Ça va très bien et toi ? Moi Bonjour je vais à très tous, bien. Déjà. Alors justement, tu le disais un peu tout à l'heure, le terme de pervers narcissique est un peu utilisé à toutes les sauces aujourd'hui. Mais comment toi tu le définis ? Alors, pour moi, un pervers narcissique, c'est comme un sociopathe ou un psychopathe. C'est une pathologie. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas un comportement qu'on peut modifier ou qu'on peut travailler ou améliorer ou qu'on peut changer. Pour moi, c'est pathologique. Donc, en fait, un pervers narcissique, il ne changera jamais. Son cerveau est construit comme ça. Et il y a, on va dire, deux écoles. Il y a ceux qui pensent, il y a certains médecins, certains psychologues qui pensent qu'on est comme ça, qu'on a développé notre personnalité comme ça. Et il y a d'autres chercheurs et d'autres psychologues ou psychiatres qui pensent que ça peut être lié à des traumas dans l'enfance ou à une éducation particulière des parents. Donc on peut avoir l'enfant roi qui a été complètement choyé, à qui on a tout permis et qui a vraiment été éduqué comme le roi de la maison, à qui on doit tout, et donc à l'âge adulte qui ne rentre pas dans les codes et dans les critères de la société et de la vie en commun, ou à l'inverse, un enfant qui a été complètement délaissé et qui a besoin par la suite du coup de se construire une personnalité pour pouvoir exister. Et dans quel milieu on peut les retrouver, ces personnes-là ? Dans tous les milieux. Dans tous les milieux, que ce soit sociaux, culturels, dans tous les milieux, hommes et femmes, parce qu'on parle souvent des pervers narcissiques hommes, mais il y a aussi des femmes. Donc on en retrouve dans tous les milieux. Et généralement, le pervers narcissique, contrairement à ce qu'on pense, ça commence assez tôt, ça peut se développer dès l'adolescence. Les premières manipulations peuvent apparaître dès l'adolescence. Et comment elles se manifestent ? Quelles sont ces techniques un peu pour manipuler ? Comment ils fonctionnent ? Alors, le pervers narcissique est un charmeur. C'est un grand manipulateur. C'est un grand communicant. En société, il est très à l'aise en général. C'est quelqu'un qui brille souvent parce qu'il est aimable. Il rend beaucoup de services, par exemple. C'est quelqu'un qui est, on va dire, c'est un monsieur tout le monde, c'est le très bon voisin ou c'est le bon père de famille. Quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner. Et par contre, dans la sphère privée, c'est tout autre chose. Et dans la sphère privée, justement, comme au travail, on peut le retrouver au travail, comment il se comporte ?
Alors, dans la sphère privée, ça va être beaucoup avec son entourage et donc bien souvent avec le conjoint. C'est là où on le voit le plus souvent, mais ça peut être aussi avec les parents, ça peut être avec la mère, le père. Et ça va se traduire dans un premier temps par une connexion profonde, ou en tout cas l'impression qu'on a au départ, parce qu'on a vraiment l'impression d'être tombé sur la bonne personne, d'avoir la... Mais elle est exceptionnelle, cette personne, c'est vraiment une personne merveilleuse, il est parfait, il n'a pas de défaut, parce qu'en fait, le pervers narcissique, il va se coller au plus près de votre personnalité. D'ailleurs, la plupart du temps, le pervers narcissique va choisir, donc on peut parler de proie, va choisir des personnes, des proies, qui vont lui apporter finalement tout ce que lui n'est pas. Donc, il va chercher à briller à travers les personnes qu'il côtoie. Alors justement, comment il les choisit ces proies? Est-ce qu'il y a un type de profil particulier? Alors, on peut retrouver la plupart du temps des personnes très sensibles, sensibles aux autres, sensibles à la vie, des empathes, mais des personnes également qui font preuve de beaucoup de caractère. On peut avoir des gens qui ont un très fort caractère dans le domaine professionnel, par exemple, où on se dit, mais comment c'est possible que cette personne-là, elle ait pu se faire avoir autant, ou qu'elle ait pu se plier autant à certaines exigences de son partenaire, ou peu importe, hein, ou de son patron, ou du pervers narcissique qu'elle côtoie. Souvent, c'est des personnes qui sont solaires, qui brillent, qui ont une vie justement qui est très cadrée, équilibrée, parce que le pervers narcissique n'a pas cet équilibre, n'a pas cette lumière en lui. Est-ce que peut-être pour éclairer un peu les personnes qui écoutent, est-ce que tu as des exemples de situations concrètes que tu as vécues ou des personnes de ton... Oui. Alors, j'ai dans mon entourage... Bon, je ne vais pas forcément parler des personnes de mon entourage, je vais plus parler en règle générale, même dans mes accompagnements, des personnes que je peux rencontrer, le profil type. Moi, c'est beaucoup de l'ordre du couple. Et dans mon cas, c'est plutôt des femmes qui ont eu affaire... Quoique je connais un homme qui a eu affaire à une pervers narcissique, mais la plupart du temps, c'est des femmes. Et au départ, c'est ça, c'est le partenaire idéal qui se rend indispensable, en fait, au départ, dans la vie de ces femmes-là. Donc, il se rend indispensable. Il est charmant sous tout point de vue. Et puis, petit à petit, commence à avoir les premières diminutions. C'est-à-dire que ça va être des critiques, mais c'est du passif-agressif. Donc ça peut être par exemple ah bah t'as mis ce chemisier là aujourd'hui, ah bah je préfère l'autre, il te va mieux, cette couleur là elle te fait pas un beau teint. Donc on pourrait penser qu'au premier abord c'est anodin et que c'est pas grave, sauf que ça vient quand même être une première critique. Bah t'es pas très jolie aujourd'hui, finalement t'es pas très belle. Et ça commence un petit peu comme ça, et puis généralement, quand on va pas dans leur sens, quand on n'est pas d'accord avec eux, quand ils ont programmé quelque chose et puis qu'on va oser émettre quelque chose qui va à contresens de ce qu'ils pensent, ils vont chercher à rabaisser. C'est-à-dire que c'est pas lui qui ne va pas être à la hauteur, c'est l'autre en face qui a forcément tort. Donc il va vouloir prouver par tous les moyens que ce que tu penses ou ton raisonnement, c'est pas le bon, puis limite t'es bête quoi, de penser ça. Et t'as dit tout à l'heure, on peut retrouver ce type de personnage aussi dans le milieu professionnel. Et dans le milieu professionnel, on a beaucoup de patrons qui ont cette disposition, alors de patrons, de dirigeants ou de collègues, mais souvent chez les patrons. Pourquoi ? Parce que le pervers narcissique, comme il a cette faculté à s'adapter, un peu comme un caméléon et à prendre et avoir le leadership comme ça, donc c'est souvent des patrons. Et effectivement, le patron, pour mieux régner au sein de son entreprise, va diviser un peu l'équipe et va se rapprocher de certains éléments de son équipe pour pouvoir en diminuer d'autres. Et il va mettre sous sa coupe quelqu'un qui va lui rendre service sur un domaine en particulier. Et pour être sûr que cette personne-là, elle ne lui échappe pas et qu'il puisse avoir le contrôle comme ça sur son équipe ou sur cette personne-là, il va mettre en place des petits stratagèmes. Donc c'est souvent de souffler le chaud et le froid. Donc à un moment donné, il va être très proche de son collègue, il va l'inviter à manger, ils vont avoir des déjeuners et puis du coup le collègue va se sentir très proche de son patron. Puis le lendemain, il va à peine lui adresser la parole, il va à peine lui faire un sourire et il va être très proche d'un autre collègue pour créer comme une espèce, un peu comme des enfants qui se disputent l'amour d'un parent, quoi. Tu vois, sauf que là, c'est un jeu qui est très malsain, parce que c'est vraiment divisé pour mieux régner, et puis de mettre sous sa coupe l'employé qui va lui servir le plus à un endroit bien stratégique. Donc ça peut être comme ça, le tour de la table ou le tour des chaises, comme ça, tous les jours, avec les gens qu'il veut mettre sous sa coupe.
Et comment on peut se protéger face à ce type de comportement? Ça peut prendre un peu de temps parce que déjà on le détecte pas tout de suite. Déjà au sein du couple c'est très insidieux et on ne le remarque pas tout de suite. Donc dans le travail encore moins parce qu'on ne vit pas avec la personne. Donc on peut se poser la question, surtout au travail, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien? Qu'est-ce que je fais de travers? Est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un problème relationnel avec les collègues? Donc on peut se poser la question, ça peut être très long à en prendre connaissance. Mais une fois qu'on a repéré que finalement sur son travail, on est plutôt compétent dans ce qu'on fait, qu'avec les autres collègues on s'entend bien et que on a tendance à se sentir mal à l'aise, qu'on marche sur des œufs, qu'un jour on se dit c'est fou, hier il était super avenant avec moi et aujourd'hui il est super froid et que a priori il n'y a rien dans son comportement, de sa vie privée qui pourrait laisser à penser que voilà ça joue sur son humeur. Là on peut commencer à se poser des questions, à se dire j'ai peut-être, alors si c'est pas un pervers narcissique, affaire à un manipulateur, plus ou moins. Et donc là, c'est de mettre en distance, et là moi je vais parler d'émotion. C'est-à-dire que quand on va voir la technique de manipulation arriver, quelque part c'est presque de jouer le jeu. Donc c'est-à-dire, écoute aujourd'hui, ouais, tu veux m'inviter au restaurant et faire comme si on était les meilleurs amis du monde? Eh ok, on va faire ça. Demain tu m'adresses pas la parole, je sais que ça vient pas de moi le problème. Je sais que le problème, il vient de toi. Donc en fait, je te laisse le bébé, je te laisse le problème, et moi, je vais faire ma journée comme si de rien n'était, puisque de toute façon, avec mes autres collègues, ça se passe plus ou moins bien. En fait, c'est de se retirer cette responsabilité, parce que de toute façon, on n'est pas responsable. Le pervers narcissique, il est malade, un peu comme un alcoolique, où quand malheureusement l'alcoolique a besoin absolument de boire parce qu'il serait en crise, on va pas boire à sa place pour éviter qu'il souffre. Et là, c'est pareil. On ne va pas prendre en fait la pathologie de l'autre, on lui laisse et on compose avec. Et après ça peut être facile à dire pour les personnes qui ne sont pas hypersensibles ou empathes, comme vous parliez tout à l'heure, mais pour celles qui vivent à fond leurs émotions, qui sont vraiment concentrées là-dessus, comment se protéger, se barricader? Parce que ça peut avoir des dégâts vraiment destructeurs. Effectivement. Si vraiment ça devient trop compliqué, que émotionnellement c'est vraiment très compliqué à gérer, on peut avoir un référent à l'extérieur, donc que ce soit un ami ou un collègue qui vient en support. On peut avoir à la maison quelqu'un qui peut être de bons conseils. On peut avoir affaire à un psychologue. On peut avoir aussi un psychologue dans l'entreprise ou parfois on a même des bureaux sociaux, d'assistantes sociales au sein des entreprises. RH, exactement, les RH aussi, tout à fait. On peut avoir un référent à l'extérieur pour au moins se décharger de cette émotion. Après, si vraiment ça devient trop compliqué, que ça joue vraiment sur le quotidien et qu'on n'arrive pas à mettre à distance nos émotions, c'est d'envisager, tant que possible, parce que c'est pas forcément possible, de postuler ailleurs ou de faire une reconversion ou de travailler dans un autre service si c'est possible, d'avoir à faire le moins possible au pervers narcissique. Mais c'est extrêmement compliqué en fait d'en arriver là et de se dire je vais changer de travail. Donc avant tout ça, le premier conseil que je donnerais, c'est déjà la mise à distance des émotions. Si c'est compliqué, d'avoir un référent pour pouvoir se décharger de cette émotion-là et vraiment en dernier recours, d'envisager de quitter le poste. Et quels effets, quel impact ça peut avoir sur le côté psychique ou même physique des gens? Alors ça commence sur le côté psychique parce qu'effectivement on se pose des questions et on se remet en question. Et parfois même les victimes des pervers narcissiques vont commencer à croire ce que le pervers narcissique leur fait croire, c'est-à-dire qu'elles sont pas capables, qu'elles sont moches, qu'elles sont pas assez ou trop, parce que c'est souvent ça finalement, on en vient à croire ce que l'autre nous dit. Donc il y a vraiment un côté psychologique qui est insidieux et c'est ça qui est le plus compliqué. Et du coup, quand on est atteint comme ça, psychologiquement et émotionnellement, on a notre système immunitaire qui chute. Quand le système immunitaire chute, on va commencer à se choper des maladies d'environnement. Ça peut être des virus, ça peut commencer par des rhumes, ça va être les symptômes de la grippe, des virus après un peu plus virulents, et on peut tomber gravement malade. Et le corps peut vraiment suivre le psychisme et ça peut devenir très très grave. On peut faire un burn-out, on peut faire une dépression parce que du coup on n'aura pas réussi à déterminer que le problème vient de l'autre et pas de nous. Oui, parce que les burn-out émotionnels, ils existent aussi. Complètement, les burn-out émotionnels, ça existe. C'est un trop-plein d'émotions que le cerveau n'arrive plus à gérer et à réguler. En fait, c'est le taux de cortisol aussi qui explose, comme pour un burn-out physique quelque part. Mais sauf que c'est effectivement, c'est psychologique et émotionnel. Ouais. Et pour conclure, pour toi, la principale solution, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de fuir, par exemple? Alors, fuir, ce serait vraiment le dernier recours.
Mais finalement, la grande victoire, si on veut reprendre le pouvoir et le diminuer, le pervers narcissique, puisque lui, c'est ce qu'il cherche à faire. Bien, quand je le rappelle, c'est une pathologie, c'est une maladie et qu'on ne changera pas. Mais pour nous se mettre en protection et se dire que finalement, quand on commence à être un petit peu abîmé, quand on commence à se poser trop de questions, eh ben c'est peut-être de pratiquer, donc ce que je disais, hein, c'est de prendre conscience, de se dire, en fait là, c'est pas moi qui ai un problème, c'est vraiment lui qui a un problème dans son comportement. Ou au pire des cas, même si on ne l'identifie pas, c'est de se dire, bon, ça va pas avec cette personne-là, je suis pas à l'aise en fait à son contact, il y a quelque chose qui va pas, on le ressent en fait, c'est d'écouter cette petite voix. Et à partir du moment où on se dit non, il y a un truc qui va pas, il y a quelque chose qui cloche en fait dans notre entente, dans notre lien, c'est au moins de se mettre à distance émotionnelle et après, vraiment dans le pire des cas, à distance physique. Et avant de finir, est-ce que tu as un message d'espoir, peut-être de soutien à faire passer aux victimes? Oui, pour en avoir accompagné plusieurs, je sais qu'on se relève de tout, y compris... alors, ça peut mettre du temps, parce que plus on a passé de temps à leur contact, et plus on a de difficultés à se remettre, parce qu'on a vraiment une modification de la personnalité et de l'identité qui se fait au cours des années au contact des pervers narcissiques. Donc c'est très compliqué de se relever, mais c'est possible. Et en plus, alors, tu me parlais de cadeaux ou de beaux messages, c'est que quand on se rend compte qu'on n'est pas responsable, que finalement, c'était pas nous le problème, mais que c'était l'autre, eh ben, on a tendance à retrouver une espèce de force et de se dire, mais waouh, en fait, je suis quelqu'un d'extraordinaire, puisque malgré tout, je suis encore là, je suis vaillante, il n'a pas réussi à m'éteindre. Et ce qui est très intéressant dans ces moments-là, c'est qu'on voit finalement la lumière de la personne qui s'était éteinte au fil des années, au fil des mois, au fil des jours, peu importe, au contact de cette personne-là, qui va briller encore plus fort. C'est-à-dire que quand on arrive à renaître de ce genre de situation, généralement derrière, on ressort encore plus grandi, encore plus en lumière, quoi. On réussit 2 fois mieux. Parce que c'est une question que je n'ai pas posée tout à l'heure, mais comment on se retrouve quelque part addict, enfin c'est une relation un peu passionnelle, comment on se retrouve dans cet engrenage et pourquoi on n'arrive pas à en sortir? Alors parce qu'en fait, le cerveau est bien fait, mais parfois aussi, malheureusement, il s'habitue à des choses qu'il ne faudrait pas. Le pervers narcissique, tout au départ, donc on a dit que c'était cette personne charmante, etc. Puis, donc ça, on a ce qu'on appelle la phase de lune de miel, où au départ, ça va être tout beau, tout rose, et le cerveau, il en redemande de ça. Il devient addict à ça, parce que ça crée de la dopamine, des endorphines, l'amour, etc. Ça développe tout ça. Donc le cerveau s'habitue à ça. Et le pervers narcissique, lui, ce qu'il va faire, c'est que, petit à petit, il va l'enlever. Et puis un peu plus à chaque fois. Donc, c'est-à-dire que ce qu'il donnait beaucoup au départ, il y en a de moins en moins. Et nous, on veut retrouver cette phase de lune de miel. Quand on est victime du pervers narcissique, on a envie de retrouver le lien qu'on avait au départ. On ne comprend pas pourquoi ce lien s'est défait. Et donc, le cerveau va essayer de recréer ça. Sauf que c'est pas possible, puisqu'on ne peut pas le recréer. Ça fait partie de la technique du manipulateur. Donc, on ne peut pas le recréer. Et c'est ça, en fait, qu'on cherche à recréer. Et c'est là qu'elle est l'addiction. De retrouver cette phase de lune de miel. Merci beaucoup Virginie. De rien, je t'en prie Emma. Donc je rappelle que Emma est mon amie, mais elle est aussi journaliste. Et donc à travers ses recherches, ça nous a permis de faire ce petit entretien entre copines et entre nous avec vous. On espère que ça vous aura plu. En tout cas, ça m'a fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Et on refera, je pense que c'était une super expérience, on aura d'autres sujets à traiter, puisque quand on est en discussion, Emma et moi, ça parle beaucoup d'énergie, de vibration, de psychologie, d'émotion, voilà, et plein de sujets autour... Très philosophiques autour de l'être humain et de la femme aussi en particulier. Merci beaucoup. Merci à toi Emma. Nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode du podcast. Donc là ça traitait du syndrome, non pas du syndrome, du pervers narcissique, ouais, du syndrome du pervers de la pathologie du pervers du narcissique. On espère que ça vous aura plu, que ça vous aura un petit peu éclairé. N'hésitez pas à poser vos questions et à revenir vers moi. Et surtout, n'hésitez pas à partager, surtout à ceux qui en auraient besoin. Et on se retrouve très vite. Je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous.